Bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment de nous rejoindre pour cette 17e édition des webinaires du Réseau Village. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important, l'impact, qui est un vrai sujet pour les investisseurs et les licornes de demain. Je vous rappelle peut-être dans un premier temps quelques règles pour que ce webinaire se passe bien. Je vous propose de partager vos commentaires et vos ressentis sur la partie conversée que vous trouverez en bas de votre écran et de poser toutes vos questions sur la partie Q&A, sachant que nous modérons toutes vos questions et nous les relayerons à Alexandre et à Adriana en temps voulu après leur partage d'informations. Alors peut-être juste un détour sur nos invités du jour. C'est vrai que pendant longtemps, nous avons salué et encouragé les efforts des entreprises à impact positif social et environnemental sans pour autant pouvoir réellement leur proposer les outils d'analyse et de chiffrage de leur impact. Le souci, c'est que, évidemment, si vous êtes une start-up et que vous souhaitez vendre en B2B, mais même en B2C, il faut souvent prouver que ce qu'on propose a un retour sur investissement positif. Évidemment, et en particulier en cette période où les priorités de chacun se réorganisent, les mentalités évoluent. Celles des clients, celles des entrepreneurs, celles aussi des investisseurs. Je vous propose de découvrir tout ça ensemble avec Alexandre Lemille et Adriana Quintero. Alexandre est le directeur adjoint d'Anthesis Group en France. En tant que praticien accrédité au retour social sur investissement, il mesure, lui, l'impact positif ou négatif des projets, programmes et produits sur les populations ciblées. Et cet impact est évidemment monétisable. Il pourra vous expliquer comment on peut en exprimer une notion de valeur sociale générée. Adriana, elle, est co-directrice générale d'Anthesis France. Elle a 20 ans d'expérience à l'international et elle est spécialisée dans les communications stratégiques et l'engagement des parties prenantes de haut niveau. Elle s'intéresse notamment à la durabilité à l'échelle internationale. Voilà, Alexandre et Adriana, je vous laisse la parole et on se retrouve dans 20-30 minutes pour un temps de questions-réponses. Très bien, merci beaucoup Edwige. Bonjour à tout le monde. Donc Alexandre Lemille. Je vais parler donc aujourd'hui de création de valeur, donc de mesure de votre impact et cet impact, quelle valeur il a et comment on va pouvoir justement en parler à des investisseurs et à des personnes qui vont pouvoir vous aider à traduire l'impact en création de valeur pour l'ensemble de votre écosystème, à savoir vos parties prenantes. Alors bien sûr, aujourd'hui, on parle de mesures d'impact dans un contexte un peu spécial, le contexte du Covid, mais je dirais c'est un contexte, en fait, on est dans des défis systémiques, et ces défis systémiques, qu'ils soient de type pandémique ou de type climatique ou migratoire, ce sont des systèmes très complexes et en fait, vous, en tant que start-up, on ne va pas vous demander quel est votre impact vis-à-vis de ces grosses problématiques. Mais en tout cas, comment vous allez pouvoir ajouter votre pierre à l'édifice dans le renforcement des systèmes et de leur résilience. En premier lieu, la résilience de vos entreprises en tant que start-up, puisque j'imagine qu'aujourd'hui, cette période est assez difficile pour vous. Et dans un second temps, quelle est ma relation vis-à-vis de ces problèmes systémiques et comment je comprends, comment moi j'ajoute cette pierre à l'édifice et quelle en est ma valeur. Et bien sûr, comment pouvoir en parler avec des investisseurs à impact. Donc c'est un petit peu la thématique d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais présenter un petit peu Anthesis, puisque Anthesis n'est pas forcément connu en France. Et on vient de lancer la société Anthesis en France avec Adriana Quintero, qui m'a rejoint dans cet appel. Et depuis le mois de janvier, donc c'est tout nouveau. Anthesis est un groupe anglo-saxon. Et il est né en 2013 dans l'objectif de répondre et de changer le paradigme dans lequel se trouvent les entreprises, à savoir le business as usual. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, comment on va pouvoir accompagner les entreprises, alors qu'elles soient de grande taille ou de petite taille, vers ces nouveaux paradigmes, vers ces nouveaux types d'entrepreneuriat qui vont pouvoir répondre à ces enjeux systémiques et donc, et comment, bien sûr, mesurer leur impact. Donc, nous sommes spécialisés et nous sommes à environ 500 experts à travers le monde spécialisés dans le développement durable et avec pour objectif de rendre le développement durable viable financièrement et en plus de l'insérer dans le cœur de métier des entreprises.
Donc, alors, dans le cas des startups, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez dès le début vous insérer dans cette dynamique du développement durable, et sans doute que certaines d'entre vous ont des solutions pour répondre à nos grandes problématiques. Je sais que vous êtes dans l'agriculture, dans la finance, dans différents domaines. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, ben voilà, les startups peuvent commencer dès le départ avec ce type de changement de paradigme, changement d'échelle. Mais il y a d'autres sociétés un peu de plus grande taille qui ont besoin justement d'aller vers ces nouveaux paradigmes, et on est là pour les aider avec une expertise qui est disponible au niveau global. On fait également des outils sur mesure, donc des outils digitaux. Ce n'est pas des outils qui sont vendus sous licence, mais des outils qui sont mis à disposition des entreprises et les donner de façon responsable, de manière à ce que l'entreprise puisse reconcevoir ses chaînes d'approvisionnement, diminuer ses empreintes carbone, son empreinte eau, produits chimiques, empreintes sociales, et relocaliser un petit peu ses productions de manière à ce que l'on réponde de mieux en mieux aux grands défis d'aujourd'hui. On fait de la mesure d'audit environnemental, social et de l'économie circulaire. Quelques-unes des sociétés avec lesquelles nous travaillons. Alors bien sûr, ce sont des grands noms, et c'est pas forcément des activités franco-françaises, mais plutôt internationales. Mais nous répondons également aux besoins des entreprises de plus petite taille à travers des réseaux ou des plateformes, comme c'est le cas aujourd'hui avec le village by Sea. Comme on est présent dans environ 17 pays de par le monde, donc c'est une société anglo-saxonne avec son siège à Londres. Nous avons des gros bureaux en Angleterre, en Espagne et aux États-Unis, de par des acquisitions passées d'experts dans certains domaines, de la chimie douce à la mesure des Science-Based Targets, donc en lien avec les accords de Paris, ou des experts en audit environnemental. Et cette présence de par le monde nous permet justement d'accompagner les entreprises dans la reconception de leur chaîne d'approvisionnement. Aux Philippines, nous avons une énorme équipe d'ingénieurs et de développeurs qui préparent des outils gérés depuis l'Angleterre pour répondre aux besoins des entreprises qui veulent responsabiliser un petit peu leur process en interne. Les deux nouveaux pays sont le Brésil et la France, qui viennent d'être lancés juste un petit peu avant la crise. Alors, comment parler de la création de votre valeur? Voilà. Pourquoi vous existez et comment en parler le mieux? Tout d'abord, avant d'aborder ce sujet, il va falloir comprendre à qui vous devez parler de cette création de valeur et qui va vous comprendre le mieux et d'où vient-elle cette création de valeur. Donc, il va falloir identifier vos parties prenantes. Alors, dans les décennies passées, les entreprises que je vais appeler ici 1.0 devaient principalement communiquer avec leurs actionnaires, puisque l'entreprise 1.0 était basée sur cette entité qui allait générer un certain niveau de revenus et de chiffre d'affaires. Et donc, la mesure de l'entreprise 1.0, c'était le retour sur investissement. Et donc, l'actionnaire était la partie prenante principale à laquelle il fallait parler. Aujourd'hui, dans un monde que l'on comprend complexe, qui a toujours été complexe, mais on commence à identifier sa complexité, il va falloir parler à plus de parties prenantes. Alors, depuis 1 ou 2 décennies, les entreprises commencent à communiquer, à engager et à identifier toutes ces parties prenantes, alors que ce soit des fournisseurs, des clients, des employés, et de plus en plus des communautés locales, puisque ces communautés locales, voire ces organisations non gouvernementales, n'étaient pas forcément identifiées comme étant principales ou hyper matérielles. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus que il peut y avoir des risques sociaux, des risques environnementaux qui viennent d'autres parties prenantes que nous n'avons pas identifiées, puisque nous évoluons uniquement dans ce silo financier. Et on avait oublié un petit peu les dimensions environnementales et sociales dans l'identification de ces parties prenantes. Une fois qu'on identifie les parties prenantes, il va falloir après savoir la façon avec laquelle on va s'engager avec ces parties prenantes, comment on va aller vers elles, de manière soit à communiquer sur
notre histoire de la création de valeur, donc notre impact positif ou négatif, puisque l'impact n'est pas forcément positif, mais justement, s'il est négatif, ça va nous aider justement à corriger tout cela. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de petits oiseaux, donc j'espère que ça ne pose pas de problème. Et donc, la meilleure façon de s'engager avec ces différentes parties prenantes. Et bien sûr, il y aura différentes façons de s'engager. Ça peut aller du questionnaire jusqu'à la collecte de données de façon différente, jusqu'à l'engagement en face à face, voire en groupe focus. Mais avant d'aller voir toutes ces parties prenantes et de leur expliquer la création de votre valeur, il va falloir savoir qui vous êtes. Il va falloir comprendre pourquoi vous existez, pourquoi votre start-up est présente sur le marché et quel type de problématique la start-up cherche à résoudre. Donc, on a créé avec Anthesis un cadre qui aide à expliquer soit à des parties prenantes, soit à des investisseurs à impact, votre raison d'être, pourquoi vous existez, et que ce fil conducteur que vous allez raconter à ces parties prenantes ou à ces investisseurs à impact soit lié, que tous les éléments soient liés pour que ça forme un vrai puzzle et que vous soyez solide et bien ancré dans votre raison d'être et donc dans l'intention que vous avez de changer le monde positivement. Donc bien sûr, la raison d'être, c'est ici dans notre cadre extra-financier, donc à savoir raison d'être sociétale, environnementale de ma start-up, donc l'amélioration de la qualité de vie de mes parties prenantes, quelles que soient les parties prenantes, ou l'amélioration de la qualité de l'environnement, ou l'amélioration de la satisfaction client, etc. Vous avez telle ou telle raison d'être dans tel ou tel secteur d'entreprise. Et ensuite, vous avez des croyances, parce que ce qui se cache derrière le lancement de votre startup, c'est parce que vous croyez que vous êtes le meilleur dans tel domaine, ou vous croyez pouvoir résoudre telle problématique. En général, les croyances, on ne va pas forcément les partager de façon ouverte, mais ce sont vos convictions fondamentales. Il va falloir que vous les compreniez bien, ces croyances, parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes lancé en disant je vais apporter une pierre à l'édifice, quel que soit l'objectif de cet édifice. Et bien, cette croyance, elle va être traduite ici par l'intention. L'intention, c'est votre façon d'expliquer pourquoi votre entreprise va influencer positivement l'expérience client, l'expérience des parties prenantes, l'expérience vis-à-vis des bénéficiaires de certaines communautés ou de citoyens d'une ville ou d'un pays. Et donc, cette intention, elle est très, très importante parce que c'est de là dont va découler votre approche, donc la façon de créer ces zones à impact positif qui va vous permettre de vous ancrer sur le territoire que vous avez identifié et donc, dans ces zones d'impact positif, définir des différentes actions qui sont vos contributions sur le terrain. Donc, comment, depuis la raison d'être jusqu'aux actions sur le terrain, toute l'histoire de votre future création de valeur et l'histoire de votre raison d'être va pouvoir en découler et vous allez pouvoir réellement présenter votre entreprise où les investisseurs à impact vont vraiment être attirés par votre discours et parce qu'il est ancré de par vos convictions d'origine. Un exemple, c'est Closca en Espagne, qui fait des bouteilles, des bouteilles en métal qui sont transportables, évolutives, connectées à des réseaux d'accès à de l'eau potable partout où vous vous trouvez, dans quelque ville que ce soit, des accès à l'eau potable gratuite. Et en fait, la conviction, la croyance première du PDG de Closca, c'était de dire « je peux sauver le monde des bouteilles plastiques ». Alors, c'est peut-être un petit peu arrogant ou c'est peut-être un petit peu… Bon, voilà, c'est visionnaire, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément ce genre de choses que vous voulez partager parce qu'il faut faire attention un petit peu à ce qu'on dit des fois. Et en fait, l'intention, c'est d'amener des clients de Closca à découvrir la bouteille qui réduira l'impact environnemental de façon innovante. Et donc, ils sont venus avec ce produit qui s'adapte à tous vos styles de vie et qui est connecté de manière à ce que l'accès à l'eau à tout moment, durant tous les événements de votre vie, soit facilité. Donc, il y a vraiment un ancrage et il y a vraiment une forte relation entre la croyance du PDG et l'intention
que cette startup a à avoir comme impact sur son marché. Alors, quand créons-nous de la valeur? En fait, il faut comprendre un petit peu que vous êtes dans un monde qui a beaucoup évolué depuis quelques décennies et l'origine de l'entreprise, donc cette entreprise 1.0 que j'expliquais tout à l'heure, c'est une entreprise qui ne s'identifie qu'à un impact économique. Donc, bien sûr qu'une entreprise, surtout une start-up en phase un petit peu délicate, se doit de mesurer son retour sur investissement. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais ce sont des entreprises qui, jusqu'à maintenant, fonctionnent assez en silo et qui ne voient pas forcément les autres impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, sur les autres dimensions, qui manquent justement à sa compréhension des décisions qu'ils prennent tous les jours. Tous les jours, nous créons ou nous détruisons de la valeur de par les décisions que nous prenons. Et dans une entreprise dite linéaire qui fonctionne en silo, je suis dans un contexte économique qui utilise beaucoup de matières premières, qui transforme ces matières premières en produits, qui va vendre un maximum de produits. Donc, c'est un petit peu l'image de l'usine de voitures avec ces milliers de voitures sur le parking qui viennent d'être produites. Et il va falloir mettre énormément d'équipes commerciales et marketing pour vendre ces voitures à tout prix. Parce que même s'il n'y a pas le besoin, parce qu'elles sont produites. Donc, on est dans des systèmes de volume et on épuise la dimension environnementale et on n'a même pas identifié la dimension sociale dans ce cadre d'entreprise-là. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les dernières décennies, on a laissé aux ONG, donc aux organisations non gouvernementales, le rôle de s'occuper de cet impact social et de cet impact environnemental. Ce n'était pas à nous, en tant qu'entrepreneurs, à répondre à ces grosses problématiques. Ça ne nous intéresse pas. Et en plus, nous, l'unique objectif était un retour sur investissement. Le fait que les choses ne sont pas aussi simples que ça et qu'on est né dans un système complexe dans lequel vous êtes un élément, vous êtes les innovateurs dans ce système, ceux qui vont faire avancer les choses. Et il va falloir avoir cette compréhension sur ces trois dimensions. Donc, cet impact, c'est un petit peu le cube en pointillé que vous voyez ici, qui est ce vers quoi quelques entreprises se sont dirigées ces dernières décennies. Et de plus en plus d'entreprises vont se diriger, et d'autant plus des startups comme les vôtres, qui font réellement partie du siècle dans lequel nous vivons et qui ont cette bonne compréhension de ces grands challenges, de ces grands défis, aussi bien au niveau global qu'au niveau local. Et donc, ce sont des entreprises dites circulaires, donc en phase avec les limites environnementales de la planète et donc les limites environnementales de mon village, de ma ville dans lequel je me trouve ou du territoire, du pays dans lequel je me trouve. Et en plus, à impact positif. Donc, j'ai l'intention de changer les choses de façon positive, de façon bénéfique. Et donc, je comprends mon influence directe ou indirecte sur telle ou telle partie prenante, sur tel ou tel élément du système dans lequel j'évolue. Donc, voilà un petit peu ce sur quoi il faut se diriger quand on dit que l'on comprend son impact, qu'il soit positif ou négatif. Donc, sur ces trois dimensions. Alors, d'après ce que j'ai compris en discutant un petit peu avec les responsables du village by CA, c'est que certains d'entre vous ont été alignés, voire identifiés vis-à-vis des objectifs du développement durable des Nations Unies. Alors ça, c'est une première façon de s'identifier par rapport à quel est mon rôle vis-à-vis de ces grands objectifs globaux. Et donc ici, je vous ai mis une représentation du Stockholm Resilience Center, qui est donc ce qu'on appelle le gâteau du mariage, à savoir, elle est intéressante cette perspective parce qu'elle vous définit bien les objectifs du développement durable qui sont en relation avec l'environnement, le sociétal et l'économique. Mais bon, l'idée, c'est que moi, en tant que start-up, ces grands ODD ou SDGs, ils sont un petit peu éloignés de mon contexte quotidien dans lequel je dois évoluer, où j'ai des problèmes de financement, où j'ai des problèmes de recrutement, où j'ai des problèmes pour développer mon produit. Et donc, c'est une première ébauche. C'est très intéressant de mesurer cet impact vis-à-vis de ces ODD, mais ce n'est pas forcément ma compréhension de mon impact à moi dans ma vie de tous les jours.
Juste à noter sur la partie des objectifs de développement durable, c'est que l'objectif numéro 8 n'est pas à obtenir, puisque l'objectif numéro 8 parle de croissance économique infinie dans une planète finie, et il est très, très problématique. Donc, si vous pouviez éviter de vous aligner avec l'objectif numéro 8, ça ne serait qu'une bonne nouvelle pour notre planète. Alors, comment on fonctionne? Comment une entreprise va pouvoir comprendre la valeur qu'elle génère dans le cadre actuel des choses? Généralement, il y a un investissement qui est fait et on calcule notre retour financier sur cet investissement. Donc ça, c'est ce qui est demandé par les investisseurs, par les actionnaires, également par les parties prenantes, diverses parties prenantes. Ici, la référence, c'est la monnaie. D'accord? Donc, c'est l'euro, le pound, le dollar, etc. Mais à cela, on pourrait ajouter une compréhension de retour sociétal, à savoir tous mes retours, à savoir le retour sur la société, le retour sur l'environnement, le retour sur l'économique, le financier, le médical, qui est très important ces jours-ci, etc., etc. Et en fait, si j'arrive à calculer ce retour financier en plus d'un retour sociétal, donc tous mes impacts extra-financiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, je pourrais avoir cette compréhension à 360 degrés de la valeur que je crée. Et en fait, vous et moi, si on est ici dans cette réunion, c'est que le matin, quand on se lève, eh bien, on ne sait pas forcément que pour générer de l'argent. On a d'autres croyances, on pense et on a d'autres intentions. C'est qu'on pense qu'on va impacter de façon positive soit les collègues, soit l'entreprise, soit les clients, soit les fournisseurs, soit les communautés, etc. Et donc, on ne se lève pas le matin pour aller au travail ou pour démarrer sa start-up juste parce qu'on croit qu'on va générer de l'argent. Et on a cette croyance que l'on génère beaucoup plus que l'argent, et donc cette bulle de valeur qui est ici en pointillé parce que la précision de cette bulle de valeur, il va falloir éviter d'être trop l'extrapoler, de bien l'étudier, mais elle est là, elle est présente, il va falloir pouvoir en parler. Et donc c'est la raison pour laquelle on a cette présentation aujourd'hui, c'est qu'il est possible aujourd'hui d'estimer cette création de valeur sur laquelle j'ai une influence tous les jours dans mes activités quotidiennes. Alors, comment en parler non seulement de l'impact, mais aussi comment parler de cette création de valeur? Alors, on fait deux choses. On fait la mesure d'impact. Alors, vous avez sans doute dû en entendre parler. Mesurer l'impact consiste à étudier un petit peu les effets que j'ai sur mes parties prenantes et comment je vais pouvoir mettre en place des indicateurs. Mais on peut aussi aller un petit peu plus loin et monétiser cet impact, à savoir comptabiliser la valeur. Et là, ce n'est pas une question de monétiser l'environnement ou de monétiser le social ou de monétiser les impacts économiques et extra-économiques, mais bien de pouvoir parler le même langage, pouvoir comprendre cette valeur, pouvoir en parler à des gens qui vont pouvoir avoir de l'influence sur ma start-up de manière à ce qu'on prenne de meilleures décisions. C'est uniquement dans ce but-là. Ce n'est pas le but de monétiser pour dire de monétiser. C'est vraiment pour améliorer la prise de décision. Alors, les parties prenantes, elles sont toujours là, en fait. C'est parce que c'est elles qui ont l'histoire de la création de valeur que j'ai engendrée. Et ces parties prenantes sont ma population cible, à savoir mes bénéficiaires, mes clients, mes citoyens, etc. Et donc, qu'est-ce qui a changé pour elles? Il n'y a que ces parties prenantes qui peuvent me dire ce qui a changé de par mes interventions. Ces parties prenantes, c'est celles qui ont eu un changement, qui ont expérimenté un changement de par l'intervention de ma start-up dans leur vie de tous les jours. Et donc, il va falloir aller voir ces parties prenantes pour s'engager avec elles et pour écouter l'histoire du changement. Et si on a bien identifié les parties prenantes qui gravitent autour de ma startup, je vais pouvoir obtenir à peu près 80% de ma compréhension de la valeur que je génère auprès d'elles, auprès de ces parties prenantes.
Donc, comment fait-on? L'idée, encore une fois, c'est de comprendre l'histoire du changement. Donc, vous avez trois personnes ici. Une personne qui dit avoir eu une situation financière améliorée depuis que votre startup existe. Une autre personne dit que depuis que vous avez fait de la health tech, la santé de cette personne s'est améliorée. Et une autre personne qui dit que grâce à vos activités, vous avez augmenté l'inclusion sociale. Alors, on va essayer de comprendre. Alors, ces flèches oranges expliquent un petit peu l'histoire. On va essayer de remonter un peu la raison pour laquelle je suis en meilleure santé, j'ai des meilleures situations financières, voire une inclusion sociale améliorée. Et donc, à l'origine, il y a des réalisations. Donc, les réalisations, c'est les activités de ma startup. Alors, par exemple, ici, je donne une formation, donc c'est ma réalisation. Donc, cette formation peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, peu importe. Il y a eu une réalisation à un instant T, et on va essayer d'aller chercher la compréhension de ces changements via des résultats. Mais ces résultats, ils vont être exprimés dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, à savoir, est-ce que vous avez mis en place les principes et les explications et les concepts sur lesquels je vous ai formé? Et si vous les avez mis en place, quels sont les résultats sur le terrain et comment vous avez pu changer la situation lambda d'un territoire donné? Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher. C'est cette histoire du changement, de qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez mis en place vos activités et que vous avez sans doute changé directement ou indirectement la vie des parties prenantes. Alors, juste un petit exemple qui n'a rien à voir avec la France, puisqu'ici on est au Moyen-Orient, et qui n'a rien à voir avec vos activités, puisqu'ici on est dans une école publique qui n'avait pas accès à l'eau potable, donc on est plutôt dans des problématiques d'ONG. Ici, on a fait 2 réalisations. On a mis en place un système d'eau potable qui n'existait pas auparavant, donc les écoliers n'avaient pas accès à l'eau potable dans l'école, et des sanitaires équipés de systèmes d'eau. Donc voilà, donc deux types de réalisations. Et quels ont été les résultats? Alors, il y a eu plusieurs résultats, puisqu'il y a eu plusieurs histoires du changement. Les écoliers ont été moins malades, donc ça, on a commencé à réaliser ça au bout d'1, 2, 3 mois. Mais par la suite, il y a eu une influence sur l'absentéisme qui a baissé. Et il y a eu des données, on a réussi à collecter des données sur le taux d'attention qui était de plus en plus élevé et donc des résultats meilleurs à l'école, directement ou indirectement liés à ce système d'installation d'eau potable. Alors, il peut y avoir plus de résultats, hein, d'où les points d'interrogation ici sur la diapositive, mais l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, j'ai plusieurs résultats, qui soient court terme, moyen terme, long terme, et à ces résultats, je vais pouvoir construire des indicateurs pour prouver que les enfants sont moins malades, pour prouver qu'il y a moins d'absentéisme et pour prouver que le taux d'attention est plus élevé. Et donc, c'est dans la collecte de ces données qualitatives et quantitatives que je vais pouvoir prouver que mon impact a été positif ou négatif. L'autre exemple, sur les sanitaires, c'est la même chose. Les écoliers n'ont plus à utiliser les toilettes. Ils devaient sortir de l'école en fait, pour aller utiliser les toilettes dans la maison voisine. Mais le résultat numéro 2 ici indique qu'il y avait une dame qui s'occupait de la sécurité du groupe d'écoliers et que cette dame n'est plus nécessaire puisque les écoliers restent dans l'école. Et donc, il y a peut-être eu une destruction d'emplois ici, donc destruction de valeur. Et donc, si vous faites votre analyse ex ante, donc en prévisionnel, vous allez pouvoir vous dire, ah, attention, je vais peut-être détruire de l'emploi, ou je vais peut-être détruire certaines valeurs qui existaient avant, ou des liens sociaux qui existaient avant et qui ne vont plus être là. Comment je vais pouvoir répondre à ces problématiques-là de manière à rendre mon système toujours aussi résilient, voire plus résilient. Alors, comme j'ai expliqué, c'est qu'une fois qu'on a ces résultats à court, moyen, long terme, on va pouvoir appliquer des indicateurs qui soient quantitatifs ou qualitatifs. Et en fait, les meilleurs indicateurs qui existent, ce sont les indicateurs authentiques, à savoir une mixité de quantitatif et de qualitatif. Et donc, c'est comme ça qu'on va renforcer l'indicateur et on va en mettre autant que possible de manière à avoir toujours cette compréhension de cette bulle de création de valeur. Donc, je vais aller vraiment pousser à l'extrême pour me dire, est-ce que j'ai répondu de façon à ce changement que j'ai identifié sous tous les angles possibles grâce à mes indicateurs. Et donc, voilà, je vais avoir une batterie d'indicateurs
avec des données qu'il va falloir aller chercher. Et ces indicateurs, je ne vais pas les chercher off the shelf, comme on dit en anglais. Ce pas des indicateurs que je vais chercher sur une liste. Alors, il peut y en avoir, hein, on peut utiliser une liste officielle d'indicateurs, mais l'idée, c'est vraiment de créer l'indicateur par rapport aux conditions dans lesquelles je me trouve vis-à-vis du projet ou de la startup que j'ai en face de moi. Et une fois qu'on a collecté toutes ces données, on peut confirmer qu'il y a bien eu une amélioration de la santé, qu'il y a bien eu une influence sur le niveau d'éducation, moins de stress auprès des employés, que les docteurs peuvent s'occuper d'autres malades et d'autres types de maladies, etc., etc. Et donc, je renforce ma résilience et j'explique l'histoire que ma startup, elle est bien ancrée dans son territoire parce qu'elle répond à un problème qui était autour du système éducatif et que grâce à ma startup, l'école attire plus de monde et donc je résous les problèmes de la vie de tous les jours. Mais bien sûr, il faudra collecter pas mal de données et il faut aussi comprendre que je suis prêt à mesurer ces impacts qui ne sont pas en général mesurés dans la vie économique de tous les jours. La deuxième chose qu'on fait, c'est mesurer et mettre une valeur sur ce changement. Alors, ces gens qui nous disent qu'ils ont une amélioration de la vie financière, de la santé, de l'inclusion sociale, ils ont cette histoire du changement et je vais ici monétiser cette histoire de manière à ce qu'on comprenne de quoi on parle. Et on va utiliser le système des proxys. Alors, la proxy, c'est quand vous allez en magasin, vous avez un prix sur un produit. Le prix, c'est le proxy. Donc, comment on va construire ce proxy de manière à obtenir ces trois dimensions de création de valeur totale du changement. Alors, comme je l'ai dit, pour tout résultat économique, on a la valeur du marché, hein, l'offre et la demande. Au croisement, on a le prix. Alors, il y a des produits sur lesquels vous allez dire, tiens, je ne pense pas que ce prix soit vraiment aligné avec l'effort qui a dû être mis dans la création de ce produit. Donc, le prix est aussi une estimation de la valeur. Ce n'est pas forcément quelque chose de très, très précis. Un exemple tout bête, c'est le prix des masques aujourd'hui qui, d'un seul coup, prennent une valeur énorme. Et en fait, la production n'a pas changé. C'est toujours la même façon de produire le masque. Mais il est passé de quelques centimes d'euros à plusieurs euros. Et donc, vous voyez bien que le prix n'est juste une estimation. C'est juste qu'on a tellement l'habitude d'utiliser le prix comme proxy financier qu'on pense qu'il est très, très précis. Et bien sûr, il est précis puisque on est tous d'accord d'acheter un produit à tel ou tel prix. Mais ce prix est juste un proxy parmi d'autres qui est une estimation qui vient de l'offre et de la demande. Eh bien, on va utiliser cette même technique pour les résultats sociaux et environnementaux, à savoir, on va utiliser la technique du proxy. Alors, ça s'appelle préférence révélée et préférence déclarée, peu importe. C'est en fonction de l'information, du niveau d'information que j'ai à ma disposition. Alors, ici, vous voyez que j'ai beaucoup d'informations donc, à ce niveau-là. C'est parce que dans mon économie de marché, il y a beaucoup d'informations disponibles sur la valeur économique des objets. Ici, j'en ai moins, donc il va falloir adapter ces techniques. Et donc, la préférence révélée, c'est l'information du coût, du prix du service ou du produit existe, mais il va falloir que j'aille la chercher. Il va falloir que je la construise. Alors, ça peut être, est-ce que je suis décidé à faire plusieurs kilomètres pour aller accéder à un service ou à un produit qui n'est pas à disposition dans mon marché ou dans ma ville directement? Est-ce que je suis prêt à passer mon temps à aller chercher ce service ou ce produit? Donc ça, c'est préférence révélée, ou le prix hédonique, c'est pourquoi je préfère acheter cette maison 3 chambres dans telle rue plutôt que cette maison 3 chambres dans telle autre rue, juste à 2 pas de la première. C'est parce que soit il y a des services supplémentaires, soit il y a une meilleure réputation de la rue, etc., etc. Préférence déclarée, ici, on n'a pas beaucoup d'informations. On est vraiment en bas de la pyramide d'informations. On est vraiment dans un endroit où, en face d'un service qui existe, il y a cette valeur. On va aller la chercher. Il va falloir qu'on la déclare, qu'on l'identifie. Et même si la précision de la courbe Bell est vraiment peu précise, on va quand même mettre une certaine notion de valeur puisqu'on sait qu'on l'a créée, puisqu'on sait qu'elle existe. Les parties prenantes nous ont dit qu'il y avait eu création de valeur.
Et donc là, on va aller poser la question aux parties prenantes elles-mêmes. On va poser la question aux bénéficiaires elles-mêmes. En quoi vous pensez que ce changement a de la valeur et pourquoi ça change votre vie de tous les jours? Ou en quoi ce changement a de la valeur sur l'environnement? Donc ça, c'est préférence déclarée. On va aller poser la question aux parties prenantes puisqu'on n'a pas d'informations on n'a aucune référence dans l'économie de marché sur cette valeur intangible, mais qu'il va falloir reconnaître ici. Et enfin, on va expliquer tout ça à des investisseurs à impact. Alors on a toute une batterie de valeurs monétisées et on va pouvoir savoir combien de valeurs on a créé pour tel ou tel bénéficiaire, telle ou telle partie prenante dans mon projet. Alors ici, sur le camembert en orange, la partie orange, ce sont mes bénéficiaires directs. Donc, on a bien ciblé les bons bénéficiaires et c'est pour eux qu'on a créé un maximum de valeurs. Mais on a créé des valeurs avec d'autres personnes au sein de la municipalité, au sein d'autres partenaires, au sein peut-être des hôpitaux ou des docteurs. Et donc, demain, je vais pouvoir aller voir les hôpitaux, je vais pouvoir aller voir la municipalité en disant, si vous m'aidez d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue service, je sais que je crée de la valeur ou je sais que je vous ai évité des dépenses d'urbanisme, de santé, etc. Si vous m'aidez à augmenter mon projet et son impact, eh bien, on en sera tous gagnants. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à parler non seulement à des investisseurs impact, mais aussi à mes parties prenantes qui bénéficient directement ou indirectement de mes actions positives. Et donc, on peut aussi suivre tout ça sur des systèmes de logiciels et de suivi de vos activités et voilà, pouvoir parler un petit peu de cette création de valeur à des investisseurs. On a aussi tous ces chiffres qui permettent de nous dire, pour chaque investissement, pour chaque 1 euro investi dans ce projet-là, j'ai généré ici 2,80 euros de valeur. Chaque bloc représente 1 euro. Donc, j'ai généré à peu près, pour chaque euro investi, il y a eu 2,8 euros de valeur créée et je vais vous expliquer mon histoire de la valeur. Pourquoi j'ai créé cette valeur-là et quelles sont les preuves qui sont solides aujourd'hui pour expliquer cette notion de valeur. Et en plus de ça, je vais me projeter dans le futur parce que vous êtes un investisseur, parce que vous êtes des partenaires qui bénéficient de mon action positive sur telle ou telle géographie ou telle population. Et si on faisait ça d'une façon différente, je vais pouvoir créer encore plus de valeur. Donc, soit je vais peut-être prendre cette solution-là, cette supposition-là, ou cette supposition-là pour le futur, puisque je sais que c'est là où il y aura des poches de valeur future à créer. Et donc, je vais faire évoluer mes services ou faire évoluer mon projet ou mon produit pour aller chercher encore plus de création de valeur. Et qui dit plus de création de valeur dit plus d'investissement. Et c'est tout un cercle vertueux qui se crée. Et donc, enfin, vous avez, si vous voulez, votre start-up qui est solidement ancrée, dont l'intention est clairement confirmée et les actions sur le terrain se voient. Quelque part, il n'y a plus besoin d'expliquer votre histoire de la création de valeur parce que ça se voit, parce que vous êtes un business as unusual, comme j'ai écrit ici, c'est-à-dire que vous êtes différent des autres. Et les investisseurs, ils comprennent ça, et ils vont aller chercher ça. Surtout demain, dans cette période qu'on vit et que l'on va vivre, où les changements vont être tellement systémiques qu'il va falloir être vraiment ancré d'un point de vue résilience, mais aussi d'un point de vue les valeurs qui vous attirent et les valeurs que vous générez. Et donc, votre réputation, elle va être de facto renforcée. Vous allez pouvoir prouver, parce que vous allez avoir assez de données pour prouver votre impact et prendre des bonnes décisions, parce qu'aujourd'hui, les décisions, elles sont principalement prises sur les questions financières et donc qui découlent de mauvaises décisions en général sur combien de ressources je dois être alloué à tel ou tel projet ou comment reconnaître la parole des parties prenantes qui, en général, ne prennent pas part à mes décisions en tant que PDG, en tant que responsable de ma startup. Alexandre, excuse-moi, c'est hyper clair. On a beaucoup de questions sur les points que tu viens d'aborder. Donc, je te propose très rapidement de discussion. Si tu veux ajouter un point, évidemment. Tu n'avais pas fini? Je suis désolée. Non, j'avais tout juste fini. Ah parfait. Excellent timing. Merci.
Alors, tu nous as tenu en haleine sur pas mal de sujets, même avec des diagrammes, donc bravo. On a pas mal de questions sur ce que tu as abordé, notamment, tu viens de le dire, avec la crise actuelle et les choses qui évoluent. Il y a Laura qui demande quel impact, selon toi, de la crise actuelle peut-on envisager sur les startups du secteur? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Comment est-ce que vont réagir les écosystèmes d'investisseurs et de clients? Alors, c'est une grande question, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a forcément la réponse adéquate. On est en pleine évolution des mentalités. On espère tous que non seulement les politiques publiques, mais les entreprises, quelle que soit leur taille, vont pouvoir réagir de façon bénéfique et positive, mais c'est toujours un petit peu tendu dans des situations de crise et de stress de prendre les bonnes décisions. La grosse problématique, pour faire simple, hein, la grosse problématique du système dans lequel on est et pourquoi on a du mal à reconnaître l'impact et la valeur que l'on crée et pourquoi c'est considéré comme une perte de temps en général. Et ce que disait Monsieur Ruggi, qui a créé les Ruggi Framework à l'international, c'est que dans ESG, donc environnement, social et gouvernance, le S du social est en général carrément oublié. Hein, c'est beaucoup de social washing. Et en fait, la grosse problématique qu'on a, c'est qu'on est mesuré dans chaque pays, hein, dont dépendent les entreprises et tout le système, c'est qu'on est mesuré sur le PIB. Et donc, ce produit intérieur brut et le GDP en anglais, c'est que sur la valeur financière et le retour financier. Et donc, on a un gros problème, c'est que la grande référence à laquelle on répond tous n'est pas la bonne. Et donc, plutôt que d'aller vers des références de bien-être, bien-être social, financier et environnemental, on est sur un système dont les indicateurs sont les mauvais. Et donc c'est difficile pour une startup de dire je vais casser le système et je vais changer la vie des gens parce qu'il y a un moment, le système il est tellement fort et puissant qu'il suit les mauvaises références que ça pose problème. Mais il ne faut pas désespérer, il faut aller de l'avant. Et je pense on comprend tous maintenant ce que veut dire le manque de vision sur les risques sociaux, sur les risques de pandémie. Hein. J'ai posté sur LinkedIn la semaine dernière le fait que même le Forum économique mondial n'avait pas considéré les risques pandémiques comme étant dans les top 10 des risques à venir. Donc voilà, donc c'est tout ce puzzle à mettre en place et il va falloir le faire évoluer dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est justement ces bénéfices positifs à créer. If you want me to add something in English, Yes. if it's, apologies to everybody. I will speak in English. If there's anybody who, s'il y a quelqu'un qui a besoin de traduction, je suis désolée parce que mon français c'est pas tellement bon, mais je vais répondre en anglais. Merci. Alors, for me, I think it's an extraordinary opportunity for SMEs. Especially since a lot of you have been created already with one of the main things that is needed for business model transformation, which I guess is what a lot of the Le Village partners are looking for, of inspiration for innovation from a lot of you. And you come with these new ideas, you come with, you don't have the weight of legacies that some of these partners need to deal with. And you have approaches that are more conscious, I would say. You have the examples of the B Corps who have become like the standard bearers, and there are now traditional incumbents, like for example Danone, who are searching to become a B Corp as well. But it's an example of how a lot of mindsets have changed coming up to the situation where we are now. I truly believe that COVID-19 is going to continue to create a lot of very interesting changes and opportunities. Startups, obviously, you have your day-to-day of survival, of how you're going to get through the next few months, and that is a very real and of concern. And your
lucky because you're in a country that believes and has put a lot of weight behind its startup culture. So we can only hope that the support will be there. But coming out of this, if your business model is based on business as usual, and if your business plan is to become a unicorn based on trudging over other people, and I don't know who has as an example Uber as an example of a business model to follow. But I believe that a lot of companies are now being held accountable, and you are having to answer to many different stakeholders now that will not necessarily allow you to get away with following a business as usual model, which is not taking into account important societal issues. And I think COVID-19 will definitely put the S of ESG much more to the forefront. We will not be able to continue to do things with one hand whilst not really looking at what the other hand is doing. Donc voilà, ce que disait Adriana, en fait, c'est que pour elle, et je crois qu'on est tous alignés, la plupart d'entre vous qui êtes des entrepreneurs avaient des business models en transition et en évolution. Donc vous êtes les premiers acteurs en fait de ce changement. Aujourd'hui, bien sûr, ça arrive également dans les grandes entreprises. On voit Bicorp qui s'installe de plus en plus avec des entreprises qui commencent à prendre en compte des facteurs sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, le Covid-19, c'est peut-être le moment effectivement de faire tomber les masques, de réorganiser les priorités et des opportunités pour les évolutions de mentalité de toutes les parties prenantes. Ce que disait Adriana, c'est que selon elle, et les parties prenantes auxquelles vous allez devoir répondre en tant qu'investisseur, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit les investisseurs ou les clients, vont aujourd'hui évidemment vous demander de prendre en compte davantage des facteurs sociaux et environnementaux. Et suite à cette crise, on ne peut pas faire l'impasse sur ces questions, surtout lorsqu'on crée ad hoc un projet ou une entreprise. Pour rebondir sur les entreprises qui sont en train de se former, vous parliez effectivement de se baser sur les premiers chiffres, les premiers impacts pour pouvoir venir apporter en fait de la matière à ses clients et chiffrer notre impact. Comment est-ce qu'on peut réellement convaincre ses premiers clients? Est-ce qu'un premier chiffrage ante-action est possible pour une entreprise qui vient de se lancer, une entreprise d'impact qui vient de se lancer et qui cherche en fait à vulgariser l'impact qu'elle a et le retour sur investissement social et environnemental qu'elle a? Oui, tout à fait. On peut mesurer l'impact de deux façons, ex ante ou ex post, à savoir de manière prévisionnelle. Donc, on est sur un projet prévisionnel où on va estimer la création de valeur, l'impact et la création de valeur, où on regarde en arrière. Donc, c'est la mesure d'impact évaluative où on a plus de données puisqu'on a collecté ces données pendant la vie du projet, et donc on va regarder un petit peu en arrière en disant, ben voilà, on va évaluer ce qui a été fait. Et donc là, on est en ex post, donc on a plus de, si vous voulez, de données sur lesquelles se baser. En prévisionnel, on va plutôt faire des estimations, et donc il va falloir, dans 1 an ou dans 2 ans, confirmer que ces estimations ont été les bonnes. Mais on est dans de l'estimatif quand on va chercher des premiers fonds d'investisseurs de manière à lancer le projet. Donc les deux cas sont tout à fait possibles. Alors, en termes d'outils utilisés, certains nous demandent, est-ce que vous utilisez l'ACV, analyse du cycle de vie, comme indicateur pour la mesure de l'impact environnemental, et quel est votre avis sur cet indicateur? Alors, l'ACV peut être utilisé. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé dans des mesures d'impact sociétal, mais il peut être utilisé. En fait, on n'est pas limité en termes de type d'indicateur. L'idée, c'est de faire en sorte que l'indicateur soit vraiment matériel par rapport au projet, ce que l'on a en face de nous. Si l'ACV fait sens, on utilisera l'ACV. Moi, j'ai une compréhension moyenne de l'ACV. Dans une économie circulaire où on a des flux de ressources et d'énergie qui nous arrivent un petit peu de différents côtés, tout est en symbiose, et
et vous avez tel flux qui rentre dans telle activité économique, et un produit est conçu pour l'autre vie, une vie future, pas forcément la première vie d'utilisation, mais plusieurs de ces vies. Là où je vois une limite dans la CV, c'est qu'elle ne va pas forcément identifier l'ensemble des impacts positifs ou négatifs dans ces différentes vies futures du produit. Donc, pour moi, il faut juste faire attention là-dessus par rapport à la CV. Mais sinon, c'est un outil qui est utilisé assez couramment. Moi, ce que je veux, c'est, il ne faut pas que la CV limite l'innovation. Pour moi, la CV, c'est très structuré. On étudie un produit dans son détail, etc. On y met beaucoup de temps, mais c'est un petit peu comme l'impact social. Il ne faut pas forcément y mettre trop de temps. L'idée, c'est d'améliorer les décisions, de faire avancer le schmilblick, j'allais dire. Donc, c'est pareil pour la CV. C'est OK, mon produit a tel ou tel impact ou a telle ou telle empreinte environnementale, mais comment je peux innover dans l'économie de demain qui est symbiotique, où il y a énormément de flux et de ressources qui interagissent. Donc, il ne faut pas me limiter qu'à ça, quoi. Donc, il faut aller vers cette innovation en priorité. Oui, donc en fait, les outils sont tous intéressants, mais l'idée, c'est aussi d'avoir quelque chose de cohérent et de concret. En fait, pour synthétiser un petit peu certaines interrogations, une question en quelques mots pour vous deux, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de labels aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de choses mises sur le marché qui sont opaques, peu compréhensibles et en tout cas méconnues. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on crée notre propre référentiel? Est-ce qu'on parle tout simplement de nos chiffres? C'est quoi la meilleure technique selon vous deux? La mesure d'impact, la partie que j'ai expliquée sur comment mesurer l'impact et comment construire les indicateurs, elle est plus ou moins similaire dans différentes méthodes. Donc ce socle de je prouve mon impact en collectant de la donnée qualitative et quantitative pour confirmer que les indicateurs, derrière, j'ai de la donnée et je peux être solidement convaincu que j'ai un impact positif. C'est plus ou moins les engagements avec les parties prenantes, l'identification des parties prenantes, c'est plus ou moins, je dirais, le cœur de la mesure d'impact. Là où on peut aller plus loin, c'est dans la monétisation, donc cette compréhension de l'histoire de la création de valeur, où on va dire, tiens, j'ai aussi de la valeur intangible que je crée tous les jours et il faut que je l'identifie, quoi. Mais le socle, c'est vraiment là, les indicateurs, et ça, c'est assez standard à pas mal de méthodes, quoi. Sachant que je le reprécise, pour tout ce qui est, voilà, il y a pas mal de questions, de cas particuliers sur les proxys, par exemple, à utiliser dans tel ou tel cas. Alexandre et Adriana ont accepté qu'on vous mette en lien avec eux suite au webinaire lorsque vous avez ce type de questions, donc vous n'hésitez surtout pas. On vous le repartagera en même temps que la présentation et la vidéo suite au webinaire. Je le précise parce qu'il y a énormément de questions encore et qu'il est déjà 53. Tu as abordé, lorsque tu as parlé de l'impact, l'objectif numéro 8. Et on a une question pour laquelle plusieurs des spectateurs ont voté, c'est l'objectif numéro 8 parle aussi de travail décent, c'est-à-dire de travail rémunérant justement les parties prenantes, par exemple. Pourquoi l'éviter absolument? Oui, je parlais de la partie principale de l'objectif numéro 8, mais bien sûr pas sur la partie travail décent. Mais je parlais surtout de l'aspect croissance économique de cet objectif, c'est juste pour insister sur le côté dangereux de l'objectif numéro 8, pas sur le côté travail décent, on est d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la mesure d'impact social, c'est pour justement protéger le travail décent. Donc, on n'est bien sûr pas sur je ne parlais pas de cet aspect-là de l'objectif numéro 8, mais bien de l'aspect croissance économique, qui est un objectif du développement durable des Nations Unies dans une planète où on a déjà explosé la moitié des plafonds environnementaux. Donc ça pose une vraie question et c'est une vraie problématique. Et je comprends que la croissance économique, elle est attendue quand on est dans une start-up. Je dis juste que dans cette vue d'ensemble du système, il y a des grandes entreprises, il y a des petites entreprises, il y a des startups. Les startups, comme les pays émergents versus les pays mûrs ou émergés, les startups ont le droit à cette croissance économique
dans une approche latérale de la croissance économique, dans un système où il y a moins de croissance ailleurs, dans différents types d'entreprises, où tout le monde s'adapte sur une évolution latérale de l'économie, à savoir, je remets dans les systèmes économiques des produits et des services que je peux utiliser de façon durable avec des impacts que j'assure sont positifs. Donc, c'est tout ça, tout ce puzzle qu'il faut garder en équilibre. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas aller par là et il faut savoir que l'équilibre, il va nous maintenir sous les limites environnementales et sociales. Et c'est difficile à comprendre, mais il faut qu'on comprenne tous. Donc, c'est pour ça que je dis, attention, si vous dites à 7,5 milliards de personnes, la croissance économique, c'est un objectif, ça risque d'être très, très, très dangereux. Oui, évidemment. Adriana, je sais que tu vas ajouter quelque chose. Comme il est déjà 56, ce que je vous propose, c'est juste d'aborder un dernier point et je te laisse ajouter ce que tu voulais dire. On avait parlé de la partie investisseur. Voilà, il y a plusieurs questions qui tournent quand même autour de concrètement, est-ce que de faire ce calcul, ça aide à augmenter la valeur de notre entreprise et à qui on s'adresse lorsqu'on est une entreprise à impact pour avoir des investisseurs qui sont concernés par ces critères et par ces facteurs et qui comprennent que le retour sur investissement, bien que différé, est réel. Et c'est toute la question est de savoir qui sont les investisseurs à impact qui comprennent bien les enjeux. Alors, en général, ils utilisent aussi leur propre méthode à eux en interne, mais ils utilisent d'autres méthodes externes en complément. Et encore une fois, juste pour répondre simplement, puisqu'on a un problème d'heure, mais plus vous comprenez votre histoire de la création de valeur, qu'elle soit tangible ou intangible, qu'elle soit que financière ou sur les 3 dimensions, comme je viens d'expliquer, mieux ça sera. Quelle que soit la personne en face de laquelle vous avez, que ce soit un investisseur impact ou pas, vous êtes ancré dans votre message et vous avez vraiment une vision qui va faire que vous serez différent de la startup qui va suivre derrière pour aller voir le même investisseur. Adriana, on te laisse la parole sur ces questions également. Non, rien d'ajouter parce que franchement, avec le temps qu'on a, ça va, merci. D'accord. Bon, en tout cas, merci infiniment à tous les deux. C'était hyper intéressant et désolée pour cette petite frustration de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. Je pense que les gens ont été très informés et intéressés. Beaucoup nous ont demandé en parallèle votre présentation, qu'on partage évidemment après le webinaire. Et donc, je le répète, Adriana et Alexandre ont gentiment accepté qu'on vous mette en relation avec eux suite au webinaire. Je vous enverrai donc leur présentation, la vidéo et le lien de mise en relation. Voilà, je vous dis un énorme merci à tous les deux et à tout le monde de nous avoir suivis. Si vous voulez ajouter un mot de fin, je vous laisse la parole et merci à tous en tout cas. Plus vous créerez de valeur, moins vous ferez d'erreurs. And a happy Easter to everybody. I think we're detaining you from your families and I hope everybody's well, safe and in good health. Oui, un très joyeux week-end de Pâques, évidemment, à tout le monde et profitez bien de vos familles en ce moment de confinement. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.